Ce lundi, démarrage du bac technique, le ministre de la formation professionnelle regrette la faiblesse du nombre de candidats. Sur les 155 000 candidats au bac, environ 4% représentent les postulants au bac technique. Le ministre a visité quelques centres d'examen ce matin, nos équipes l'ont suivi. Les étudiants vont retrouver le chemin des amphithéâtres demain mardi. Plus de 17 000 sont attendus à l'UCAD, 4 500 à l'Université de Saint-Louis. Tout est au point selon les autorités universitaires. Nous ferons le point à Dakar et en région. Mais qui en veut aux équidés? 2 chevaux ont été retrouvés morts dans des conditions atroces. Des animaux découverts pendus à des arbres dans le village de Likunda dans la région de Tambacounda. Le directoire national des femmes en élevage est sous le choc. Respecter le protocole sanitaire avant de commencer les épreuves, c'est la règle dans tous les centres d'examen. Le bac technique a démarré ce lundi avec les mesures de protection. Illustration dans la banlieue de Dakar, au lycée Limamoulaye. Le centre a accueilli plus de 400 candidats. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Ils sont 417 candidats à démarrer le baccalauréat technique ici au lycée d'excellence Seydina Limamoulaye de Dakar. Un examen dans un contexte de pandémie Covid-19. 417 candidats répartis en 2 jurys. Il y a les T1 et T2 qui sont agrégés en un seul jury, d'une part, et les STEC et G agrégés en un autre jury, d'autre part. Bon, dans l'ensemble, nous sommes tranquilles parce que vraiment nous avons fait tout ce que nous devions faire. Il faut dire qu'avant même la fermeture des écoles, on avait pris une très grande avance sur les programmes. Bon, et dans les autres disciplines, les gens ont assoupli, mais très légèrement. Parce qu'en tout cas, de ce que je sais, pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, les programmes sont pratiquement bouclés. Les séries T1, T2, STEC et G composent pour ce premier jour d'examen 2 séries à différentes variantes. Effectivement, donc cette année, effectivement, le contexte est très particulier. Bon, je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet. Maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'on nous a donné un fichier Excel où on doit mettre où tous les candidats doivent mettre leur numéro de téléphone. Ok, nous devons vérifier ça, ensuite redonner aux étudiants afin qu'ils vérifient pour ensuite envoyer ça au niveau de l'office du bac. Cette année, les épreuves du baccalauréat technique vont coïncider avec le baccalauréat général, une autre particularité de l'année scolaire dictée par la pandémie Covid-19. Et sur les 155 000 candidats recensés cette année, les candidats au baccalauréat technique représentent environ 4%, un nombre jugé faible par le ministre de la formation professionnelle, Dame Diop. Il a visité quelques centres ce matin. Je voudrais d'abord, pour le bac technique, lancer un appel. Le directeur de l'office du bac me rappelait que le bac technique que nous démarrons aujourd'hui, T1, T2, G, STEG, et mercredi on aura les bacs S4 et S5, ne représentent que 4% des effectifs du baccalauréat. Sur un total de 150 109 candidats, nous avons moins de 5 000. Et le directeur de l'office du bac me disait aussi que les candidats au baccalauréat scientifique et technique ne représentent que 16%. C'est encore peu. Il faudrait qu'on encourage nos jeunes élèves qui sortent du cycle fondamental d'embrasser une carrière scientifique et technique et professionnelle. Et si nous voulons arriver très rapidement à l'émergence comme le veut le président de la République, il faut qu'on change de paradigme. Et parlons maintenant de la rentrée universitaire. Plus de 17 000 étudiants attendus ce mardi pour la reprise des cours à l'UCAD. Les autorités universitaires donnent les gages d'une bonne rentrée universitaire. Tout est fin prêt, la restauration, l'hébergement, mais également le respect strict des mesures barrières. Modou Fall et Youssou Baro. Des entrées filtrées. Les mesures barrières exigées aux personnes qui accèdent à l'intérieur, l'UCAD se renforce pour une bonne reprise de l'année universitaire. Plus de 17 000 étudiants sont attendus. Si on se conforme en tout cas aux décisions de l'Assemblée de l'université, les L3M1 font à peu près 17 000 à 18 000 étudiants. Donc nous sommes dans cette fourchette-là. C'est le nombre d'étudiants que nous attendons à partir de demain. Un nombre impressionnant certes, mais maîtrisé pour une bonne restauration. Ici, la capacité d'accueil dépasse les 30 000 étudiants. Nous sommes en mesure de servir jusqu'à 26 000 étudiants par repas. Donc les 17 000 alors, et les 26 000
étudiants par repas, c'était pour un effectif de 100 000 étudiants. Mais n'empêche, les étudiants émettent des craintes. Reprendre les cours en pleine pandémie fait réfléchir. Nous ne sommes pas du tout rassurés en venant à l'école. Parce qu'on a juste mis là-bas des thermoflash et puis des seaux pour se laver les mains. Bon, c'est un peu rassurant, mais ça reste à voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Demain, nous serons au rendez-vous. Nous espérons que tous les moyens seront déployés afin d'avoir accès aux amphis et aux salles de classe. Ils n'ont pas le choix. La reprise est imminente pour espérer passer en classe supérieure. Nous sommes obligés de venir parce que nous voulons terminer l'année et puis passer en classe supérieure, quoi. Nous voulons que la reprise se passe dans les meilleures conditions en espérant une coopération entre les étudiants et l'administration. Les autorités universitaires se donnent corps et âme pour la sécurité des étudiants contre la Covid-19. D'ailleurs, toutes les chambres sont désinfectées à la veille de la rentrée universitaire. Merci Mamadou. Et à l'université de Saint-Louis, ce sera une rentrée masquée pour les 4500 étudiants attendus demain. 74 000 masques seront distribués à l'UGB. Les autorités universitaires seront intransigeantes en ce qui concerne le respect des gestes barrières. Ousseynou Diop, Habib Seg. À quelques heures de la reprise des cours, les autorités universitaires donnent le temps et ne comptent pas du tout changer la programmation déjà validée par l'Assemblée universitaire. En conférence de presse, elles ont maintenu la reprise graduelle des cours annoncés. Nous sommes toujours disposés à discuter avec eux, et comme nous l'avons fait depuis toujours, mais quand même nous les appelons en tout cas à accepter les décisions qui ont été prises, à travailler surtout pour que vraiment on puisse terminer notre année. Pour assurer une bonne reprise des cours, toutes les mesures sanitaires ont été prises pour accueillir les 4500 étudiants de l'UGB, choisis sur un total de 11 717. Le recteur de l'UGB et le directeur du CROUS ont promis le respect strict du protocole sanitaire. Le CROUS a mis en place pour cela une commission ad hoc pour la définition et la gestion du protocole sanitaire dans les campus sociaux, dans les 2 campus sociaux de l'université. Que ce soit au niveau des restaurants, au niveau de l'hébergement, au niveau des activités sportives et culturelles et au niveau du service médical des étudiants. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, 74 000 masques seront distribués aux étudiants. Chaque étudiant qui vient donc recevra un kit doté de masques, mais aussi de moustiquaires, parce qu'il ne faut pas oublier, on est en période chaude, pour effectivement que les étudiants soient préservés de la maladie du paludisme, qui est une maladie réputée dans nos zones chaudes. Après près de 6 mois de pause, la reprise des cours se fera donc de manière graduelle. 38% des pensionnaires de Sanar seront accueillis demain. Le recteur Ousmane Thiaré rassure l'autre partie. Le niveau n'est laissé en rade. Vous avez des niveaux qui vont venir pendant tant de semaines, ils vont partir et d'autres vont arriver. Donc je pense que tous les calendriers ont été faits, de sorte que rien ne soit remis en cause et qu'on puisse en tout cas terminer notre année. Avec la pandémie de Covid-19, le service médical de l'UGB a mis en place un site d'isolement pour prendre en charge les cas suspects de Covid-19. Oui, à noter au Ousseynou que les étudiants de l'UGB refusent toujours la reprise graduelle des cours. On verra demain comment tout cela va s'organiser. Dans tous les cas, le président de l'Union des parents d'élèves et d'étudiants favorable à une reprise graduelle des cours si et seulement si le protocole sanitaire est respecté, ce qui sera très difficile, selon Abdoulaye Fane. S'agissant de l'ouverture graduelle, peut-être il y a certains étudiants, certaines organisations qui l'ont rejeté, mais nous pensons quand même que quand une université est prête et qu'elle est dans les conditions qui lui permettent véritablement de pouvoir ouvrir ses portes, moi je crois que rien ne doit s'y opposer, mais ce qui est le plus important, c'est le respect du protocole sanitaire. Ce sera très difficile parce que nous connaissons peut-être la situation au niveau des universités s'agissant peut-être des infrastructures, et il va falloir que chacun s'y mette pour que quand même que les ouvertures se fassent de manière véritablement très satisfaisante et au fur et à mesure corrigée. Sinon, on risquerait peut-être d'être confronté à une situation qui pourrait peut-être perdurer dans la mesure où cette pandémie, on ne sait pas quand elle va véritablement s'arrêter.
Et retournons à Saint-Louis où les fortes pluies ont occasionné plusieurs dégâts. Beaucoup de familles n'ont plus accès à leur maison à cause des eaux pluviales. Le maire Mansour Faye, en tournée à Darou, Pikine, Diaminar et Guinaouraye, a rappelé au gouvernement l'urgence de restructurer ces quartiers. Il est interrogé par notre équipe à Saint-Louis. Il n'y a pas autre solution. Il faut nécessairement et impérativement restructurer certains quartiers, surtout le quartier de Guinaouraye, celui aussi de Diaminar. Aujourd'hui, nous ne pouvons en tout cas réagir que par rapport à des solutions provisoires, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs de pompage. Nous avions acquis du matériel de pompage, plus de 33 pompes, accompagnées aussi par le dispositif mis en place par les sapeurs-pompiers. Mais cela ne va pas suffire. Parce que chaque fois qu'il y a en tout cas pluie, nécessairement c'est un travail qui sera recommencé. Et voilà, cette année, semble-t-il qu'il va beaucoup pleuvoir, donc on va intervenir autant de fois qu'il va pleuvoir. Et ça ne peut pas continuer. Et la solution, je dis, la solution structurelle, c'est d'abord restructurer les quartiers et ensuite réaliser donc les questions d'assainissement. Sinon, il est impossible de faire autre chose et on ne peut pas continuer en tout cas comme ça avec ces populations-là et sans pour autant trouver des solutions de longue durée. En politique, la question du chef de l'opposition est encore agitée. Certains leaders désignés, mais selon le politologue Serigne Saliou Gueye, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il estime qu'il faut d'abord instituer une loi sur le statut où l'on définira les critères. Papa Amadou Fall, DIRCAP de la Gazette, décrit une situation ambiguë qui fait pour le moment le jeu du pouvoir en place. Alassane Ba et Dissa Prera. Un débat qui refait encore surface. Selon Pape Amadou Fall, c'est la conséquence des failles de notre Constitution sur cette question. Parce que soit c'est le président de la République qui choisirait, ou alors c'est l'Assemblée nationale, les parlementaires, mais nous sommes dans une situation extrêmement ambiguë. Et cela avait fait le jeu du pouvoir d'une certaine manière, parce que l'opposition est dans la division sur cette question, qui est extrêmement importante. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, en Guinée, au Mali même, la question est largement réglée. Le politologue Serigne Saliou Gueye y voit de la diversion, en faisant référence à des démocraties comme la nôtre. Parce que si on n'a pas le droit de manifester, si on n'a pas le droit de participer à un processus électoral, si le président en question tripatouille chaque fois la Constitution et que l'opposition en réalité manifeste pour contester ce tripatouillage constitutionnel et qu'on sort l'armée pour tirer sur ces opposants-là, je me pose la question de savoir à quoi sert vraiment le chef de l'opposition, nous, dans nos démocraties. Encore une fois, je reprends l'exemple de la Guinée. Pour le moment, aucune loi ne définit le statut du chef de l'opposition. Difficile donc de désigner un leader. Une situation qui crée un flou déjà bien installé. Moi, je m'étonne que dès le départ, qu'il y ait des gens quand même qui jettent le révolu sur le sec. Parce que si on parle du statut du chef de l'opposition, il faut d'abord qu'on définisse à partir d'une loi quels sont les droits, quels sont les devoirs, et à partir de cela, maintenant, on va profiler celui qui doit être le chef de l'opposition. Les clauses qui doivent être bien définies pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'y retrouver, c'est cela qu'au niveau du dialogue national, l'on attend, et qu'enfin, le président de la République ait un interlocuteur en face de lui. Il y a un enjeu. Au-delà de l'enjeu politique, de l'enjeu démocratique, il y a également l'enjeu financier. Peut-être que c'est ce qui fait que tout le monde se bouscule au portillon. La commission politique du dialogue national doit trancher cette question. Merci Alassane. Suite à l'injonction du chef de l'État, les autorités assujetties à la déclaration de patrimoine avaient jusqu'à ce jour pour passer devant l'OFNAC. Le Forum civil demande au président de la République d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Suivons là-dessus les précisions d'Abdou Aziz Diop du Forum civil de Jess. Le 31 août, le président de la République avait donné un ultimatum aux membres du gouvernement qui ne l'avaient pas encore fait de procéder à leur déclaration de patrimoine. Donc aujourd'hui, c'est le deadline. Préciser que selon la loi, la déclaration de patrimoine doit se faire dans les 3 mois après la prise de fonction, surtout pour les membres du gouvernement et les assujettis, et 3 mois pour la déclaration de sortie après la fin de fonction.
Mais ce qu'on constate, c'est qu'on en arrive à ce point que ce soit vraiment une contrainte pour certains, alors que c'est un principe de redevabilité. Le dernier rapport de l'OFNAC de 2018, sur les 865 assujettis actifs, seuls 558 avaient procédé à leur déclaration de patrimoine. Quant au président de la République, la loi est claire. Il dispose que le président élu doit faire sa déclaration de patrimoine une fois élu, après la prestation de serment. Maintenant, le débat est entre juristes. Est-ce que le président réélu doit le faire? Moi, je pense que oui, parce que l'éthique et la morale doivent être au-dessus de la loi. Et pour montrer l'exemplarité, le président de la République, 7 ans après avoir dirigé ce pays, après avoir été réélu, vraiment devrait aussi sacrifier à cette tradition républicaine, à cette exigence même républicaine, un principe de bonne gouvernance. Et sur la situation épidémiologique, retenez que 55 Covid+ sont rapportés aujourd'hui et 36 personnes développent une forme grave de la maladie. Sur les 13 611 cas recensés au Sénégal, 9 439 sont déclarés guéris. Comment analyser l'augmentation du nombre de guéris constatés ces derniers jours? Élément de réponse, Maimouna Ndiaye, Diafaraba. Il est déjà dans sa tenue sauveur, une manière aussi de démarrer sa journée. Sans trop attendre, il va à la rescousse d'un malade de la Covid-19. Ce patient qui vient d'être hospitalisé au moment de notre arrivée au centre de traitement de Fann. Dr Kardiata Diallo et son équipe se félicitent du nombre de guéris notés dans ce centre. Les jeunes sont beaucoup plus enclins à aller se faire dépister. Et ils savent que s'ils ne se dépistent pas, peut-être qu'ils vont faire des formes simples, mais qu'ils peuvent transmettre la maladie à un de leurs proches qui peut, lui, faire une forme grave. Donc je pense qu'ils ont fait une prise de conscience. C'est ça qui montre que de plus en plus on a des cas, c'est les jeunes. Heureusement, c'est des cas qui, lorsque c'est pris en charge de manière précoce, il n'y a pas de problème. Dès l'instant que les personnes savent que lorsqu'elles sont atteintes, elles peuvent être prises en charge à domicile si ce n'est pas des cas compliqués. Donc ils sont plus enclins à aller se faire dépister très tôt. Toujours dans la stratégie de riposte, ces professionnels de la santé insistent sur la sensibilisation, la jeunesse en particulier. Peut-être que la communication, je pense qu'elle est en train de passer. La stigmatisation est maintenant moindre. On souhaite que ça continue comme ça. Le déni aussi, parce que si les gens ont des signes et sentent le besoin d'aller se faire dépister, ça veut dire que le déni est en baisse. Donc, mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Dans ce centre de traitement, les résultats sont encourageants, précise le corps médical, avec un délai de traitement de plus en plus court. C'est au cas par cas. Selon le signe que vous avez, une ordonnance est prescrite. Vous allez acheter ceci, vous allez acheter cela. Et chaque jour, ou bien chaque 2 jours, le médecin, en tout cas l'équipe de prise en charge appelle pour voir comment vous allez. Ça peut ne pas faire 2 semaines, ça peut faire 10 jours, des fois 1 semaine, 10, 11 jours. Le combat contre le coronavirus est toujours d'actualité, en sus des efforts consentis par l'État et les professionnels de la santé. L'implication des relais communautaires aussi très attendue. Et pourtant, Maimouna, les guérisseurs traditionnels déclarent détenir le remède miracle contre le coronavirus. Seulement, ils n'ont pas été associés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, selon eux. Une situation qu'ils déplorent en cette journée mondiale de la médecine traditionnelle. Pape Faraning et Amadouba. La médecine traditionnelle pourrait être une alternative dans le traitement de la Covid-19. Les pratiquants sont catégoriques. Le virus aurait dû être vaincu s'il avait été associé dans la riposte dès le début de la pandémie. Normalement, s'il y avait une bonne collaboration entre les médecins modernes et les praticiens, cette maladie-là n'allait pas nous surprendre. Parce que, bien sûr que c'est une nouvelle maladie, mais des maladies qui ressemblent à cette maladie existent. Et que les mêmes médicaments qui sont des autres maladies connues pour soigner cette maladie. Mais malheureusement, il n'y a pas de collaboration sincère entre les pratiquants de la médecine moderne et les pratiquants de la médecine traditionnelle. C'est ça qui est. S'il y avait une bonne collaboration entre les deux, et je crois que cette maladie-là est déjà partie depuis longtemps. Bien sûr, les populations utilisent les plantes et les tradipraticiens dans cette lutte, mais en marge du système officiel. Donc on ne peut pas faire de bilan. Même s'il y a des recherches avancées, elles ne sont pas appliquées à cause de la législation. Il y a des recherches avancées, mais pas appliquées. Justement, il y a une agence de recherche scientifique appliquée, mais
c'est maintenant qu'ils commencent à s'intéresser à la médecine traditionnelle. Les guérisseurs traditionnels déplorent l'attitude des autorités, surtout celle des députés, sur la réglementation de la médecine traditionnelle. Il y a bien sûr la loi sur la médecine traditionnelle qui est toujours à l'Assemblée en attente. Il y a également le document de politique nationale sur la médecine traditionnelle et la phytothérapie qui est en attente au niveau du ministère. Nous espérons que c'est l'occasion, disons, de faire des avancées. Pour qu'un travail marche comme nous le faisons, et depuis des années et des années, on n'a pas un cadre juridique qui peut nous protéger, qui peut nous permettre de pratiquer la médecine traditionnelle comme les autres pays. À cette journée mondiale dédiée à la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé et les acteurs ont beaucoup échangé sur les modalités pour tirer des profits de la médecine traditionnelle. Merci Pafara. L'actualité, c'est aussi ces images innommables à Likunda, dans le Sénégal oriental. 2 chevaux ont été retrouvés pendus à des arbres. C'est encore le mystère, mais la gendarmerie a ouvert une enquête. Le Directoire national des femmes en élevage réclame justice. Moussa Omar Gueye, Amadou Djedjou. Adja Djeynaba Sidibé, la présidente du Directoire national des femmes en élevage d'Irfel, dénonce jusqu'à la dernière énergie la tuerie de 2 chevaux par étranglement pendaison. Le spectacle désolant s'est produit à Likunda, situé à 11 km de la commune de Tambacounda, sur la route nationale. Ce que nous avons constaté, les 2 chevaux qu'on a tués sont à 50 mètres de la route nationale, mais pas dans un champ, très loin des champs qui sont exploités au niveau de Likunda. Cela nous a vraiment apeurés. Nous avons eu très peur, nous sommes très inquiets parce que des faits pareils, c'est des faits de délinquance, c'est des faits de crime. Et j'appelle à l'autorité régionale, monsieur le gouverneur et l'ensemble des préfets et sous-préfets. Nous avons rencontré les brillants gendarmes qui sont venus mener des enquêtes et qui ont aussi assurer la tranquillité de la population. Nous demandons au président de la République de diligenter le code pastoral qui est sur la table du président de l'Assemblée nationale afin qu'on puisse gérer la situation du monde rural. La gendarmerie, trouvée sur place, a ouvert une enquête. Pour l'heure, les populations de Likunda sollicitent vivement le renforcement de la sécurité et la lutte contre le vol de bétail. Les querelles entre éleveurs et cultivateurs deviennent de moins en moins récurrentes dans cette partie du département de Tambacounda. Merci Moussa Omar. Et puis faudrait-il faire le parallèle avec l'angoissante série noire actuellement en France? La coïncidence est troublante tout de même. Au mois d'août, le nombre de cas de chevaux tués et agressés s'est envolé en France avec une douzaine de cas de mutilation sauvage. Certains cadavres de chevaux et de poneys ont été retrouvés sans oreilles. Les éleveurs sont inquiets. Les motivations des agresseurs restent un mystère pour le moment. Grogne à Thiès, Dakar, Bamako, Ferroviaire. Les retraités de 2018, 2019 et 2020 assiègent la gare ferroviaire de Thiès pour réclamer leurs indemnités de départ à la retraite. Ils ont élu domicile à la gare ferroviaire depuis 5 jours maintenant. Ces cheminots de DBF à la retraite interpellent le gouvernement. Cher Anta Diop, c'est la tire. Nous les avons trouvés couchés sur des nattes, des matelas. Ces cheminots à la retraite venus de Thiès, Kidira, Tambacounda et Kel ont élu domicile au niveau de la gare ferroviaire de Thiès depuis 5 jours. Ils entendent dénoncer les lenteurs liées au paiement de leur indemnité de départ à la retraite. Que l'État nous paye notre indemnité de départ à la retraite. Parce que nous avons constaté que depuis août 2018 jusqu'à nos jours, ceux qui vont à la retraite ne perçoivent pas leur pécule de départ. Entre-temps, on a tenu une réunion avec les autorités étatiques. Et la dernière date du 7 février 2020 avec notre ministre de tutelle, à l'instar le professeur Youm. Et à la sortie de cette réunion, il a été établi pratiquement un document nous notifiant que pratiquement le dossier devait être apuré dans un délai de 2 mois au grand maxi. Nous ne demandons pas une assistance, mais nous réclamons notre dû.
Ces retraités de Dakar Bamako Ferroviaire, très en colère, affichent leur détermination en dépit des embûches qui se dressent en travers de leur chemin. Nous ne pensons pas quitter cette gare-là, à moins que l'État prenne la décision de nous foutre en prison ou bien de nous tuer. Mais nous serons là. Et tant que nous serons là, aucune circulation ne passera. Déjà, ces retraités de Dakar Bamako Ferroviaire comptent tous sur le soutien des cheminots en activité. Ils sont visiblement laissés pour compte sans assistance. Merci, cher Anta. Gandiaï, inquiété par la disparition de ces caïcédras centenaires et sous la menace de la lancée du sel, se mobilise face à la disparition progressive de ces arbres séculaires qui font partie de son identité, à la menace de la salinisation de ces terres. La commune de Gandiaï, à travers la mairie et la jeunesse, se mobilise pour dire stop. Il n'est pas question pour la jeunesse de voir ces arbres séculaires disparaître. Reportage Ibrahima Diamé et Faligaï. Les abords de la route nationale traversant la commune de Gandiaï étaient colonisés par des caïcédras, mais ces arbres géants centenaires au crépuscule de leur vie vieillissent et disparaissent un à un. Consciente de ce phénomène, la mairie de Gandiaï, à travers une vaste opération de reboisement, a mobilisé la jeunesse pour préserver l'espèce. Tous les segments de la société qui sont venus, comme vous l'avez vu, répondre massivement à l'appel de la commune, à l'appel de la jeunesse gandiaïoise pour que ce projet de reboisement soit une réalité. Il s'articule autour de quelques points. D'abord la régénérescence des khaïs, des arbres séculaires qui ont toujours fait le symbole de Gandiaï comme le baobab, mais qui étaient en train de disparaître. Et donc c'est une initiative heureuse qu'on va reverdir le long de la nationale 1 par les khaïs. Outre la disparition progressive constatée de ces arbres symboles, Gandiaï est aussi sous la menace de la salinisation des terres. Nous vivons sous la menace de la salinisation de nos terres. Donc il faudra tout faire pour aller dans le sens de mettre en place une ceinture verte autour de la commune pour barrer cette salinisation. Une chose est de planter des arbres, une autre de les protéger. Les jeunes de Gandiaï, conscients de l'importance du reboisement, comptent assurer le suivi. La première stratégie pour un bon suivi, c'est l'implication communautaire et citoyenne. Faire de telle sorte que chaque personne s'approprie de ce challenge, des objectifs. Maintenant, deuxième stratégie, c'est de parrainer les arbres. Chaque maison plantée, donc on dédie cet arbre à cette maison. L'opération de reboisement a mobilisé plus d'une centaine de jeunes en l'espace de 2 jours. Des centaines de caïcédras, entre autres espèces, ont été plantés. Merci Ibrahima. Et puis les travaux de la ville touristique Econ City vont démarrer en 2021. Une bonne partie des investissements est déjà bouclée selon le promoteur. Le projet à 6 milliards de dollars américains va permettre d'attirer les touristes et participera à la promotion de la destination Sénégal. Nous écoutons Econ avec Mohamed Samb et Youssou Barou. When it comes to Mbodiène, the rural infrastructure was very important to us. Pour le démarrage du projet, les travaux seront entamés dès le premier trimestre de l'année 2021. Les 3/4 des investissements sont déjà bouclés. Nous allons démarrer avec la première phase dans les 90 jours à venir. Quand je suis venu à Mbodiène, j'ai constaté que les besoins en infrastructures routières sont très importants. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu des travaux importants pour construire de nouvelles routes, ce qui va permettre de rendre le site plus accessible au monde. Et puis un mot de sport avec Aspire Academy qui ferme ses portes cette année. Lionel Messi qui sèche le premier entraînement du FC Barcelone ce lundi. La série A italienne qui reprend le 19 septembre prochain, le round-up de l'Actu Sport avec Chersadi Boudjara. Aspire Football Dreams, le projet prend fin cette année, d'après le directeur Lamine Savané, qui s'est entretenu avec l'APS. Fondée par le Qatar, l'académie était basée à Sali depuis 2007, avec l'objectif de voir ses pensionnaires les plus talentueux intégrer leurs équipes nationales à la Coupe du Monde 2022. Moussa Wagé et le Nigérian Uzuo ont brûlé les étapes en participant au dernier mondial, Russie 2018. Selon Lamine Savané, plus de 120 jeunes footballeurs africains sont passés par l'académie, comme Moussa Ndiaye, qui vient de rejoindre le FC Barcelone. Le club catalan de plus en plus proche de perdre sa star, Lionel Messi.
Déterminé à quitter les Blaugrana, l'Argentin ne s'est pas présenté au premier entraînement du Barça en vue de la saison 2020-2021 ce lundi. Le joueur de 33 ans qui a aussi manqué dimanche les tests de Covid-19 estime qu'il n'est plus sous contrat avec FC Barcelone grâce à la clause spéciale. Une disposition qui a expiré en juin dernier selon les dirigeants catalans soutenus par la Ligue espagnole. Libre de tout contrat, Mambiram Diouf s'engage avec le premier en Super League turque, Hatay Sport. L'attaquant de 32 ans, qui va découvrir le championnat de Turquie, signe un contrat d'1 an plus 1 en option. La Turquie, que pourrait rejoindre aussi Amadou Sagna, l'attaquant de 21 ans en difficulté au club Bruges en Belgique, est convoité par Kassim Passa. Le club turc veut un prêt avec une option d'achat. Le néerlandais Donny van de Beek, longtemps annoncé au FC Barcelone, va finalement signer au Manchester United en Angleterre, selon Sky Sports. Le milieu de terrain de 23 ans de l'Ajax Amsterdam va coûter 45 millions d'euros au Mancunien pour un contrat de 5 années plus 1 en option. La Série A 2020-2021 en Italie débute au mi-septembre. La Fédération italienne de football a ce lundi calé le démarrage le week-end du 19 et 20 septembre au Grand... Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous Aram. Vous recevez dans un instant le docteur Cheikh Dieng du Parti démocratique sénégalais. Merci bien Chérif Diop. Il est le secrétaire national chargé des élections.